compagnie de Maître Anne Tardy de Casa Seikli qui va venir nous parler des mythes, des réalités face au système de la justice. Peut-être démystifier certaines fausses réalités. La première question, peut-être intéressante, est-ce que les juges ont toujours un marteau? Est-ce qu'ils utilisent toujours un marteau? Non, c'est très dramatique qu'on voit à la télé les juges frapper leur marteau pour indiquer le début ou la fin de la séance, mais malheureusement, c'est pas le cas dans les tribunaux dans la province de l'Ontario. Non. Pas de marteau. Pas de marteau. Est-ce que les juges portent des perruques selon la tradition britannique? Non plus. Donc, toujours un peu moins dramatique que ce qu'on voit dans certaines émissions britanniques. Ni les juges, ni les plaideurs en Ontario ne portent de perruque. Mais par contre, ils portent toute la toge. Donc, une toge noire qui symbolise le rôle qu'ils jouent dans le système d'administration de la justice. Donc, ça a un rôle important, ça symbolise beaucoup. Ça veut dire qu'ils représentent la justice, ils laissent leur opinion personnelle pour représenter la justice, surtout pour les juges même. C'est très important. C'est en plein ça, oui. Ça démontre le rôle impartial et indépendant qu'ils doivent jouer au sein de l'administration de la justice. Maintenant, dans les films, une émission Law and Order que j'aime bien, c'est toujours Objection! C'est toujours comme ça, le fameux objection. Là. Comment ça fonctionne dans la réalité, ça? Encore une fois, c'est malheureusement un peu moins dramatique dans les tribunaux dans la province de l'Ontario. Les avocats ont le droit de s'objecter à une preuve quelconque selon les règles. Mais c'est pas dramatique comme dans les films. C'est pas dramatique, non. L'avocat va se lever pour indiquer au juge qu'il a une objection quelconque. À ce moment-là, la courtoisie veut que l'avocat qui démontrait la preuve, donc l'avocat qui parlait lorsque son confrère s'est levé pour s'objecter, s'assoit. La courtoisie veut qu'on ait seulement un avocat debout dans la salle du tribunal à la fois. Donc, l'avocat qui parlait s'assoit pour laisser l'avocat qui a objecté faire part de son objection au juge. Ensuite, normalement, le juge va se retourner vers l'autre avocat qui ensuite se lève pendant que l'autre s'assoit, un peu de gymnastique, pour répondre à l'objection. Le juge tranche la question et le témoin répond la question ou ne répond pas la question selon l'ordonnance du juge. Mais vous l'avez dit à plusieurs reprises, Maître Tardy, la question de courtoisie, ce qui veut dire qu'on est régi par des règles déontologiques professionnelles. On doit être respectueux envers ses collègues en la cour. C'est ça essentiellement que vous nous dites. Absolument. Les plaideurs en Ontario ont des obligations envers leurs clients, mais ils doivent contrebalancer ces obligations avec des obligations qu'ils ont envers leurs confrères et consoeurs dans la profession. Une obligation surtout d'être courtoise en tout temps et les obligations qu'ils ont envers le tribunal pour s'assurer que finalement, ils ne font rien qui va contrecarrer aux objectifs de l'administration de la justice. Puis, en justice, comment qu'on appelle un juge? Quand on parle en au juge, Ontario. on dit « Monsieur le juge » ou « Madame la juge », bon, selon le cas. OK. Donc, pas besoin de dire son excellence, votre honneur, contrairement... Non, mais quand j'ai fait mon droit en Nouvelle-Écosse, eux utilisaient encore l'ancienne terminologie britannique, your ladyship, your lordship, dont on entend parfois parler, mais en Ontario, c'est vraiment monsieur le juge, madame la juge. Puis, encore une fois, on revient à Hollywood, la télévision. C'est souvent toujours, on va voir l'avocat de la couronne dépose une preuve, puis on a l'impression que ça surprend l'autre partie. Est-ce que c'est un mythe, ça, ou c'est une réalité? C'est, encore une fois, en majorité, un mythe. Donc, il y a des surprises qui ont lieu lors du litige, des choses qu'on n'a pas planifiées ou auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais dans le civil, notamment, le processus, ou ce qu'on appelait avant les procès par surprise, ça n'existe plus. Il y a tout un processus d'enquête au préalable où les parties ont le droit d'aller chercher la preuve pertinente aux questions en litige, même si cette preuve est dans les mains de la partie opposée. L'exercice doit être proportionnel au montant en cause, mais les parties ont ce droit. Donc, il est très rare qu'on arrive au procès puis qu'il y ait une preuve qui nous prenne totalement par surprise. Donc, ça n'arrive pas vraiment. Ça n'arrive pas vraiment. Puis, justement, j'ai une autre question, puis ça me fait penser à un film hollywoodien en anglais, Devil's Advocate, où c'était l'avocat du diable. C'est quoi les responsabilités d'un avocat si son client ment ou est coupable?
Donc, moi, je pratique pas au criminel, mais je peux vous dire en termes généraux, on est régi par un code de déontologie. Comme je l'ai déjà mentionné, on a en tant que plaideur des obligations envers les tribunaux, envers l'administration de la justice. Et notamment, on ne peut pas, en toute connaissance, mettre notre client sur le banc des témoins si on sait que le client a l'intention de se perjurer. Donc, évidemment, les détails peuvent être difficiles à gérer dans n'importe quelle situation, mais je peux vous dire que ça m'est jamais arrivé dans toutes mes années de pratique. Mais on a des limites à la représentation qu'on peut faire. On est tenu, par contre, d'avancer tout argument en faveur de notre client avec vigueur même, et même si l'argument pourrait offenser d'autres membres de la société. Mais ça, c'est important que les gens comprennent ça. C'est que pas prendre personnel, c'est que comme avocat, on a cette responsabilité de représenter avec vigueur notre client. Absolument. Et souvent, les clients qui viennent nous voir sont du monde dont leurs droits ont été violés par une compagnie, par leur employeur, peu importe. Ils se sentent vulnérables. Ils ont besoin de leur avocat d'avancer avec vigueur, avec force, avec efficacité, tous les arguments qu'on a à notre disposition pour faire valoir leur cause et surtout pour s'assurer que leurs droits sont respectés. Puis, comment ça fonctionne, un procès devant jury? Donc, dans le civil, c'est un peu différent dans le criminel. Ouais. C'est bien ça. Dans le civil, le jury est composé de 6 personnes. Ils entendent toute la preuve. À la fin du procès, normalement, le juge va leur donner une instruction, donc va leur expliquer la loi applicable et va leur dire quelles questions ils doivent répondre. Et normalement, leur décision est unanime. La loi prévoit qu'ils doivent avoir au moins 5 parmi les 6 qui sont d'accord sur la question du verdict ou de la décision dans le cas particulier. Au criminel, on en a 12, donc les choses sont un peu différentes au criminel. Puis, dans le contexte civil, ça prend combien de temps, un procès devant jury? Ça peut dépendre. J'en avais un qui était supposé avoir lieu au mois de novembre, qui était prévu pour 2 semaines. Ronald Casa, associé à notre bureau, et Jeff Seckley, le fameux Ronald Casa. Et je devrais aussi dire le fameux Jeff Seckley, les associés à notre bureau. Les 2 associés seniors ont un procès par jury qui est prévu pour 5 semaines au mois de février. Donc, vraiment, ça dépend du nombre de témoins, du montant en cause, des questions en litige, de la complexité de l'affaire. Puis, vitement, peut-être expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi le rôle du juge? Est-ce qu'il pose des questions? C'est quoi son rôle? Il est passif, il écoute ou il peut poser des questions? Ça dépend si on est en procès par jury ou procès par juge. Donc, si c'est un procès par jury, le juge est là pour s'assurer que, pour trancher les questions de preuve, les questions de droit simples, mais pour s'assurer que le processus est juste et selon les règles, mais c'est le jury qui va décider les questions de fait qui sont en litige. Dans un procès par juge, c'est le juge, évidemment, qui rend toutes les décisions. Il n'y a pas de jury. Mais dans notre système, c'est au plaideur d'avancer les arguments, de mettre la preuve devant le juge. Et le juge, lui, est censé être un arbitre neutre, indépendant et impartial, qui ne prend pas de rôle, qui ne participe pas activement au processus. Finalement, il écoute, il est neutre, il rend sa décision à la fin. Dans la pratique, c'est parfois un peu différent. Ils peuvent poser des questions. Ils peuvent, oui, ils le font plus souvent que le monde le penserait, je crois.